Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous écoutez à l'instant pour cette émission spéciale avec les jeunes scolaires de l'école Paul Martin, qui sont aujourd'hui accompagnés donc de leur directeur, Monsieur Christian Burgalassi, et d'Agathe Vilotic. J'y suis. Et on va vous présenter donc cette émission où on va parler bien sûr de la guerre de 14-18 et des petits reportages qui ont été réalisés. On vous présentera tous nos invités au fur et à mesure. On va d'abord faire connaissance avec Agathe pour la Ligue de l'enseignement pour présenter ce projet. Bonjour Agathe. Bonjour. Oui, alors pour commencer peut-être dire deux mots sur la Ligue de l'enseignement. Donc, c'est un mouvement d'éducation populaire qui est développé donc, au niveau départemental et qui intervient sur plusieurs domaines. Donc, qui peuvent être la vie associative, la formation, l'insertion, mais aussi l'éducation, parce que c'est une association qui est complémentaire de l'école. Et donc, ce projet-là, Résidence de journalistes, en fait, c'est un projet d'éducation aux médias et à l'information qu'on a pu développer grâce à un financement de la DRAC et pour lequel on avait répondu à un appel à projet. Donc, l'idée de cette résidence de journaliste, c'était de proposer la présence d'un journaliste au long cours dans une classe. Donc, là, on a travaillé avec 3 écoles sur le département, notamment la classe de CM2 de l'école Paul Martin, qui est là ici, aujourd'hui, et avec la radio Fréquence Mistral, pour la partie journaliste. Donc, la résidence, elle s'est faite sur un cycle de 12 semaines, donc en entrecoupant des temps avec le journaliste et des temps de médiation qu'on assurait nous à la Ligue. Et l'objectif, c'était pour les élèves de comprendre comment fonctionnait un média, qu'est-ce que c'était que le métier de journaliste, comment on fabriquait une information. Et pour ça, ils ont vraiment fait l'expérience du journalisme. Donc ils ont travaillé avec vous, Odile, ici à Digne, et ils ont réalisé tout un tas de reportages sur un thème. Et donc ce thème, il a été choisi avec l'équipe pédagogique, avec leurs enseignants, et ils ont travaillé sur la Première Guerre mondiale, sur la mémoire de la Première Guerre mondiale, notamment parce que c'était le centenaire là, de l'armistice. Et donc ils sont allés à la rencontre des Dinois pour leur demander un peu qu'est-ce que ça représentait pour eux le 11 novembre, quels souvenirs ils avaient peut-être dans leur famille de la Première Guerre mondiale. Alors, on va, avant de passer le premier reportage, peut-être faire connaissance un petit peu avec ceux qui sont sur le plateau là tout de suite. Alors, on va commencer par peut-être Rosa. Rosa, si tu veux bien te présenter dans le micro. Et puis dire ce que tu as fait et après tu nous donneras le lancement du reportage. On est allé dans plusieurs endroits dans la ville et on a posé des questions aux gens sur la Première Guerre mondiale et savoir s'ils pouvaient nous raconter leurs souvenirs, ce qu'on leur a raconté. Et voilà. Voilà, très bien. Et puis, on va faire connaissance avec Elif. Bonjour, Elif. Bonjour. Nous sommes partis dans la rue pour faire un micro-trottoir. Et on a su un petit peu connaître toutes les anecdotes des gens. Et elles sont intéressantes parce que c'est pas tous les mêmes. Oui, et puis il y a Moussa aussi. Tu te mets bien devant le micro. Bonjour, Moussa. Bonjour. Toi aussi, donc, tu as participé à ça. Des interviews pour questionner les gens, ce qu'ils ont vécu, leurs grands-parents, tout ça, sur la guerre 1914-1918. Il y avait des témoignages émouvants. Oui, à la radio, voilà, il vaut mieux, les signes de tête à la radio, ça ne marche pas. Donc, je le sais, vous avez été ému par plusieurs reportages. On va donc, c'est Rosa qui va nous lire le lancement du premier reportage. Bien dans le micro, Rosa. Le 9 novembre, nous avons réalisé un micro-trottoir sur la place du Général de Gaulle. Nous avons rencontré une femme qui nous a expliqué l'importance de se souvenir de la Première Guerre mondiale et pourquoi il faut en parler à l'école. Une interview réalisée par Manuel, Sacha, Rosa, Luna et Michael. On l'écoute tout de suite. Merci. Le 11 novembre,
Pour moi, le 11 novembre, c'est un jour important à commémorer parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Et donc, vous comme moi, on fait partie des générations qui finalement n'avons jamais connu notre pays en guerre. Et les gens aujourd'hui qui ont connu la Première Guerre sont maintenant très rares. Donc, c'est important qu'à l'école et dans les médias, on continue de nous parler de ces moments parce que on se rend compte à travers le monde que la paix, elle peut vite disparaître et que des pays en guerre, il y en a beaucoup autour de nous. Avez-vous des ancêtres qui ont déjà fait la guerre en 1914 à 1918 ? Non, mais mon grand-père paternel est d'origine italienne, donc mon arrière-grand-père était en Italie et on n'a pas traversé la guerre dans ma famille, ni du côté maternel. Ils n'avaient pas l'âge d'être mobilisés, soit trop jeunes, soit trop vieux. Est-ce que dimanche, vous allez aller au monument aux morts ? Ma journée de dimanche, je ne l'ai encore pas préparée, mais si j'ai l'occasion d'y aller, j'irai au monument aux morts. Êtes-vous d'accord pour déplacer le monument aux morts ? Alors, j'ai pas d'idée sur la question. Par contre, je viens d'une région, j'étais il y a 2 ans encore du côté de Besançon, et on a déplacé le monument aux morts. Et dans l'ancien village où j'habitais, on a aussi déplacé le monument aux morts. Si ça permet de rendre l'accès plus facile à des manifestations, ou pourquoi pas, l'essentiel c'est qu'il persiste. Merci, au revoir. Voilà donc un premier reportage. On va continuer avec Moussa qui nous fait le lancement du second reportage. Pardon Moussa, vas-y. Nous avons interviewé une dame qui nous a parlé de ses grands-parents et plus précisément de son grand-père qui a eu la chance de revenir de la guerre et de la vie que menait sa grand-mère pendant que son mari était au combat. Une interview réalisée par Manuel, Moussa, Sacha et Michael. Que représente pour vous le 11 novembre ? Eh bien, pour moi, le 11 novembre, c'est une fête nationale, la victoire de la guerre de 14-18 et l'armistice, c'est-à-dire l'honneur à nos ancêtres les poilus. Avez-vous des ancêtres qui ont déjà fait la guerre 1914 à 1918 ? Oui, j'avais mon grand-père qui a fait la guerre et qui a eu la chance de revenir sain et sauf. Et j'ai encore chez moi, c'était un Catalan de Perpignan et il était allé là-haut dans les Ardennes. Et il a la chance de revenir. Et j'ai toujours chez moi, il avait sculpté des obus en cuivre. Ma grand-mère m'a raconté ça et donc je l'ai gardé en souvenir. Avez-vous des photos ou des souvenirs ? Alors, j'ai des souvenirs que mes grands-parents m'ont racontés, mais des photos non. La seule photo que j'ai, c'est lui en militaire. Voilà, avant de partir, il s'était fait photographier avec ma grand-mère. Et ils sont décédés maintenant tous les deux parce qu'ils étaient nés en 1884. Est-ce que la grand-mère elle a dit des choses sur la guerre ? Oui, parce qu'elle avait un fils et elle a accouché toute seule. Elle a mis au monde le premier enfant toute seule. Et comme elle habitait à l'époque, elle était de Perpignan, des Pyrénées-Orientales. Ça a été, je sais, très dur parce qu'elle était toute seule. Et elle a travaillé, elle était allée travailler aussi, elle a remplacé les hommes. Elle était cultivatrice et elle a dû travailler la terre toute seule. Avec toutes les femmes, il n'y avait pas qu'elle, les femmes étaient toutes seules dans les campagnes à travailler. Voilà. Merci. Je vous en prie, bonne continuation et bravo de vous intéresser à nos ancêtres. Je vous en prie. Voilà, c'était un témoignage émouvant encore. On sent bien cette dame qui a vécu des expériences émouvantes. Elif, tu vas nous parler du troisième reportage, encore un souvenir de grand-mère. Alors, pardon. Et maintenant, le témoignage d'une femme qui évoque le souvenir douloureux de la vie de sa grand-mère, dont le mari n'est jamais revenu de la guerre. Un reportage de Margot et de Perrine. Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui ont participé au 11 novembre ? Exactement, oui, je suis mon grand-père qui est mort à la guerre de 14.
Avez-vous des souvenirs? J'ai des souvenirs par ma grand-mère qui m'a raconté comment ça s'était passé. Parce que mon grand-père est parti en septembre 1914 et malheureusement il est mort très vite, il est mort en janvier 1915. En laissant 2 enfants avec ma grand-mère dans une grande ferme qu'elle a été obligée de gérer pendant toute la guerre. Est-ce que vous avez un souvenir, par exemple une photo Oui, j'ai des photos de mon grand-père, j'ai surtout ce qui est très précieux, toutes les lettres qu'il écrivait à ma grand-mère. Il lui demandait de vendre le blé, de le garder, de s'occuper des chevaux, de chercher des hommes pour faire le travail qu'il ne pouvait plus faire puisqu'il n'était pas là. Il est mort à quel âge? Et il avait 32 ans. Pour votre grand-mère, ça a été un choc. Oui, bien sûr, surtout qu'elle est restée donc veuve avec ses 2 enfants. Et quand les frères de mon grand-père sont revenus de la guerre, comme elle n'a pas voulu épouser l'un d'eux, on l'a renvoyée de la ferme. Elle est partie de la ferme avec ses 2 enfants, alors qu'elle avait, pendant toute la guerre, gardé la ferme. La ferme est restée à un des frères de mon grand-père. Vous avez hérité de cette ferme? Non, pas du tout. Puisque ma grand-mère est partie et on ne lui a rien donné. Non. Ce que je peux te dire encore, c'est que mon grand-père était mort dans un combat et on n'a pas retrouvé sa médaille militaire. Donc ma grand-mère n'est pas arrivée malheureusement à avoir une pension avant 1922. Parce que pour avoir droit à une pension, il fallait retrouver une médaille de guerre de celui qui était mort. Donc là, elle a été victime encore d'une injustice, pour ainsi dire. Mais enfin, après, elle a récupéré, ils l'ont reconnu quand même mort pour la France. Parce que sinon, on est porté comme déserteurs. Si on ne retrouvait pas leur médaille, on disait qu'ils n'étaient pas morts à la guerre, qu'ils avaient déserté. Est-ce que vous allez venir pour le 11 novembre Oui, cette année? bien sûr. Ça vous gêne un peu si on parle comme ça? Non, au contraire, ça me fait plaisir. Vous avez déjà pensé à regarder sur le monument aux morts s'il y avait votre nom de famille? Non, mon nom de famille, mon grand-père est près de Fort-Calquier. Parce que il habitait près de Fort-Calquier dans un hameau, dans un petit village qui s'appelle Ongle. Donc il est sur le monument aux morts? Sur le monument aux morts d'Ongle, oui. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Voilà, et on passe avec un deuxième groupe pour présenter la suite des reportages. On a avec nous donc Wendy, Lozéa et Ryan. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Et puis c'est Wendy qui va nous présenter le 4e reportage. Le 16 octobre, lors d'une sortie près du monument aux morts de Digne, nous avons interviewé un monsieur qui nous a raconté une anecdote émouvante à propos de son grand-père. Une interview réalisée par Elif Nissa. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos anecdotes? Alors voilà, j'ai un grand-père qui a fait la guerre 14. C'était mon grand-père maternel. Il était marié avec ma grand-mère, bien sûr. Il avait 2 enfants, un garçon et une fille. Cette fille, c'était ma maman. Et mon grand-père a été tué à la guerre 14 en 1915, en février 1915. Donc ma grand-mère restait veuve avec un petit garçon qui avait 4 ans et ma maman avait 2 ans. Elle est restée veuve toute sa vie et elle a élevé ses enfants et après elle ne s'est pas remariée. Le problème, c'est que mon grand-père, on ne savait pas où... Ma grand-mère savait qu'il était décédé, mais on n'a jamais retrouvé son corps. On ne savait pas où il était. Pendant 1 an, elle a su que son mari était décédé, mais on ne savait pas où. Jusqu'au jour où, en 1916, elle reçoit un petit colis, une petite boîte, qui venait de Berlin. Oui, c'est curieux. De Berlin, c'était en Allemagne. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette petite boîte? Il y avait les affaires personnelles de mon grand-père. Il y avait son alliance, il y avait son petit calepin personnel, il y avait des petits cailloux qui avaient été pris sur le champ de bataille et des fleurs, une fleur séchée. Et cette boîte venait d'Allemagne. Et dedans, il y avait une lettre écrite en allemand. Et c'était... Tu vois, ça me fait un peu quelque chose. Ouais. Donc si vous n'arrivez pas beaucoup à en parler, c'est... Voilà. Et dans cette lettre, c'était un commandant allemand qui, après la bataille, parce que mon grand-père avait reçu un éclat d'obus dans la tête, donc c'est quelqu'un de courageux, d'après ce que j'ai compris, parce que le commandant allemand, c'était un officier allemand qui avait trouvé mon grand-père en tête devant les hommes qu'il commandait. Et donc il a regardé dans ses affaires, c'est là où il a récupéré son alliance, des photos, des effets personnels. Et il a rajouté ces petits cailloux et ces petites plantes qui sont séchées.
Donc ma grand-mère a fait traduire cette lettre par ses frères. Et après la guerre, ma grand-mère avait 3 frères qui ont fait aussi tous la guerre 14, mais qui sont tous revenus. Et ils sont allés en Allemagne, à Berlin, voir ce commandant. Il s'appelait le commandant Witte, qui a réitéré les dires de sa lettre. Voilà. Et donc ça, ma grand-mère, donc, comme j'ai dit, est restée veuve toute sa vie. Et j'ai à la maison, j'ai cette petite boîte avec ces fleurs séchées, qui on dirait des Edelweiss un peu, avec quelques petits cailloux. Voilà. Ça, c'est pour montrer que dans la guerre 14, il y avait quand même des êtres humains. C'était l'humain qui prenait le pas par rapport. L'Allemand aurait pu dire, j'en ai rien à faire, c'est un Français et tout. Il n'a pas réagi de cette manière. Il a réagi en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Mais du coup, si vos enfants, est-ce que vous aimeriez bien leur transmettre cette boîte pour que ça vienne de génération en génération? Bien sûr, oui. Ce grand-père, j'ai toujours l'impression, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu un père très intéressant, pas très gentil avec moi. Mais ce grand-père, je ne sais pas pourquoi, je le sens toujours autour de moi, je le sens présent, je ne sais pas. Ça m'a beaucoup marqué, ce grand-père, je ne l'ai jamais connu. Parce que je suis né en 1947, donc lui il est décédé en 1915. Voilà. Et on a la possibilité, si tu vas sur le ministère de l'Intérieur, sur Internet, on peut voir la liste de tous les soldats qui sont morts en 1914. Si on connaît leur nom, et on peut retrouver le lieu, alors il n'y a pas grand-chose, il y a simplement le lieu où ils ont été trouvés, quoi. Donc mon grand-père, on ne sait toujours pas où il est, parce qu'il doit être avec d'autres camarades, avec d'autres soldats. Mais au moins ma grand-mère a été... c'était une lettre, la lettre de cet officier, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est une lettre qui était pleine d'apaisement pour ma grand-mère. C'était plein d'apaisement, pas de douceur, parce que c'est une période qui est très rude, qui est stupide quand on réfléchit. Il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, quand tu regardes les monuments aux morts, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont rien demandé, qui avaient 18 ans, 19 ans, qu'on a extirpés de leur campagne, qui sont partis à l'autre bout de la France, ils n'étaient jamais partis de leur village. Moi, tu vois, je regarde de temps en temps, quand je fais de la randonnée, je regarde dans les villages les monuments aux morts, et je regarde tous ces jeunes, les noms de ces jeunes des années 14-18, voilà, qui ont une vie gâchée. Mais du coup, si un jour, j'espère pas, s'il y aurait une 3e guerre mondiale, est-ce que vous participerez pour faire hommage à votre grand-père? On ne peut pas voir les choses comme ça, le monde a beaucoup changé. Avant, les pays étaient très indépendants les uns des autres. Voilà. Le monde a évolué, on communique très vite. Si tu veux envoyer une photo, quand je vois mon petit-fils qui habite à Lyon, je le vois instantanément, je fais un coup de Skype avec Internet, on peut envoyer une photo du monument aux morts au Japon, par exemple, c'est faisable. Alors qu'il y a 50 ans, il fallait, même en 1914, il fallait prendre le bateau, ça mettait 3 mois. Merci pour cette interview et désolé si ça vous a mis un petit peu les larmes. Non, pas du tout, non. Merci. Voilà. Mais je suis heureux de l'avoir raconté. Voilà. Et cette petite boîte, elle est toujours chez moi et elle mériterait peut-être d'être dans un musée parce que... C'est historique. C'est historique, c'est le comportement de cet officier allemand qui était un homme avant tout et non pas un militaire. Voilà. Il y avait quand même un peu d'humanité. J'ai une autre anecdote aussi de ma grand-mère qui se retrouvait... je ne sais plus où, dans un hôtel, et il y avait des officiers allemands qui ont, je ne sais pas quoi, enfin, elle voulait passer je ne sais pas quoi, elle a raconté, elle leur a dit qu'elle était veuve de guerre, ils se sont mis au garde à vous, ils l'ont saluée. Voilà. Au revoir et merci. Est-ce que ça vous a intéressé cette anecdote? Magnifique. C'était incroyable, c'est même, c'est fort quand même en émotion. C'est pour montrer qu'il y a quand même l'être humain, il faut quand même... Dans les militaires, il y a des êtres humains aussi, des gens sensibles. Il ne faut pas croire que tous les militaires... Je ne suis pas militaire, voilà. Voilà. Voilà, donc une belle anecdote émouvante. Et maintenant, c'est Lozéa qui va nous présenter la chanson. Et maintenant, nous allons écouter la chanson de Craon, écrite de façon anonyme par plusieurs auteurs durant la Première Guerre mondiale. Elle est apprise par cœur et se diffuse oralement de manière clandestine dans les tranchées. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile.
Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendrons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. C'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres puritains. Tous les camarades sont enterrés là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qu'ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau. Et voilà, nous sommes de retour avec notre classe de l'école de Paul Martin à Digne-les-Bains pour cette émission spéciale où nous allons donc continuer avec les présentations de Ryan pour le prochain reportage que nous allons écouter. Alors. Nous avons accueilli Madame Huguetto, donc la nièce de Léon Tardif, un poilu mort à la guerre à l'âge de 20 ans. Elle nous a beaucoup parlé de son enfance, un témoignage recueilli par l'ensemble des élèves de la classe. Et on va l'écouter, donc cette Madame Huguetto, et puis on en parlera après. Vous me direz ce que vous avez pensé de ce moment de témoignage. On l'écoute. Merci Ryan. De quelle origine était-il ? Il était de Digne et il est né au quartier de Mont-Hérouès. C'est sur la route, à gauche en allant au Dourbe. Avait-il une épouse ? Il n'a pas eu le temps d'avoir ni fiancé, ni... Savez-vous sa date de naissance ?
Oui, il est né en mars 1897. Est-ce que vous savez comment il faisait pour écrire des lettres et s'il écrivait à votre famille? C'est ma maman, hein. Il était le frère de ma maman et il écrivait des cartes postales parce qu'il n'y avait pas d'encrier, il n'y avait pas d'encre avec un crayon. J'en ai amené une. Vous pouvez nous montrer s'il vous plaît? Une carte postale qu'il a envoyée à ma maman. Est-ce que Léon Tardif avait des frères et sœurs? Alors, il avait beaucoup de frères et sœurs, dont la première sœur, c'était ma maman qui était née en 1895, dont il avait 2 ans de moins qu'elle. Et après, les frères et sœurs, j'en ai connu quelques-uns. Et ben voilà, je crois que c'est tout. Ma maman m'en a toujours parlé de ce frère mort à la guerre. Et combien environ de frères et sœurs? Alors, je crois qu'ils étaient 9 dans la famille, mais bon, ils se sont éparpillés après Marseille, Toulon. Ils allaient chercher du travail hors de Digne, puisque c'était un peu limité. Qu'est-ce que faisaient les parents comme travail? Ses parents étaient paysans. Hein. Ils habitaient cette ferme et ils avaient quelques moutons, quelques chèvres. Ils travaillaient leurs terres. Ils allaient des fois se louer chez d'autres gens pour être un peu plus à l'aise. Ben, je crois que c'est tout. Hein. Pas d'une façon continue, mais quand il y avait besoin, et eux avaient aussi besoin, parce que les récoltes n'étaient pas toujours abondantes. Hein. Voilà. Savez-vous à quel âge Léon Tardif a commencé l'école? Je ne sais pas. Ce que je sais et que ma mère m'a toujours dit, c'est qu'ils allaient à l'école l'hiver et pas l'été, parce qu'il fallait travailler la terre et qu'ils allumaient le poêle à l'école quand ils arrivaient, à tour de rôle. Ils allaient à l'école tous les jours de l'hiver? Je ne peux pas dire... Ils allaient à l'école l'hiver, surtout l'été, ils avaient trop de travail à la ferme. À quel âge Léon Tardif a-t-il quitté l'école? Je pense que c'est vers l'âge de 12 ans. L'école était loin de leur ferme. Hein. Ils faisaient quand même 3,5 km pour venir à l'école, à pied. Voilà. Est-ce qu'il a eu un diplôme à la fin de ses études? Je ne crois pas. Dans quelle école était-il? Il était à l'école Paul Martin, tout simplement. Et il mangeait souvent à la cantine de l'école? Il n'y avait pas de cantine, mais ils apportaient leur repas dans une musette que leur confectionnaient leurs parents. Ma grand-mère, en l'occurrence. C'est quoi une musette? C'est une espèce de cartable fait à la main avec du tissu. Et leurs repas se composaient beaucoup de fromage, de pain, d'oignons. Ils n'avaient pas des repas qu'on a, nous, actuellement. Et ils ramassaient des fois ce qu'ils faisaient dans leur ferme, les fruits et les légumes? Bien sûr. Heureusement, d'ailleurs. Est-ce que vous avez une anecdote sur Léon Tardif et votre maman qui, un jour, quand il serait allé à l'école, il y aurait eu quelque chose qui serait passé et... Le matin qu'il partait à l'école, il s'est levé un grand brouillard sur Digne, ce qui n'est pas habituel. Ils se sont fait peur tous les deux et ils ont dit c'est la fin du monde. Et donc, au plus ils avançaient, au plus le brouillard était dense. C'est rare à Digne qu'il y ait du brouillard. Et ils ont tellement eu peur en se disant que c'était la fin du monde qu'ils sont retournés à leur maison. Et là, ils ont eu, leurs parents leur ont expliqué, ils ont dû revenir à l'école. Ils se sont fait gronder très fortement. Ils croyaient que c'était la fin du monde. Est-ce que Léon Tardif pratiquait-il un sport? Je pense pas. Le sport, c'était le travail assez dur de la ferme. Il devait se lever très tôt pour arriver à l'école à l'heure? Oui, il se levait très tôt et c'était pas toujours le beau temps, surtout en hiver. Il y avait de la neige. À quel âge a-t-il commencé la guerre? Alors je crois qu'il a été enrôlé à l'âge de 19 ans et il est allé vraiment à la guerre à 20 ans. Il est mort à 20 ans. Êtes-vous fier que votre oncle a participé à la guerre? Oui, je suis fière. Je suis fière, c'est vrai. Savez-vous quel grade avait Léon Tardif?
Il n'avait pas du tout de grade, il est mort. Simple soldat. Simple soldat, oui. Ouais. Avez-vous des lettres de Léon Tardif? J'en ai pas eu, bien sûr. Ma mère en a eu beaucoup, puis avec des déménagements, tout ça. En tout cas, il y a une carte postale, c'est la dernière chose que ma mère a reçue. Quel endroit il a fait la guerre, Léon Tardif? Alors, il est mort à Heurtebise, c'est dans l'Aisne. Et il est enterré, je l'ai su que dernièrement, il est enterré à Montfermeil, un truc comme ça. C'est là il y a des grands champs de croix, toutes blanches avec leur nom dessus. Voilà. Comment ils ont retrouvé son corps? Alors, quand mes grands-parents ont su qu'il était mort, ils habitaient Gobert. Et il est venu le maire, ceint de son écharpe tricolore, leur dire que leur fils était mort. Et ils ont voulu savoir tout de suite où il était enterré. On leur a répondu, et j'ai la lettre, qu'il n'avait pas de sépulture, parce qu'il y avait eu une grande bataille, on les avait tous, tout ce qui restait était. Et puis là, dernièrement, sur Internet, on a découvert qu'il a une tombe dont, après, ils ont fait des recherches et ils ont identifié les corps. Il a une tombe et j'espère qu'on va m'envoyer une photo de sa tombe. Alors qu'on regrettait toujours qu'il n'ait pas une sépulture décente. Moi, je ne voulais pas croire mes grands-parents. Je me disais, oh, ils ont peut-être fait la lettre ou pas. Donc j'ai écrit aux anciens combattants et on m'a fait la même réponse qu'il n'avait pas de sépulture. Et puis ma fille a trouvé sur Internet. Moi, j'ai même pas eu l'idée de le faire parce qu'on m'avait tellement dit qu'il n'avait pas de sépulture. Et elle a retrouvé sa tombe dans ces grands champs où on voit que des tombes de soldats morts qui sont bien entretenues. Et là, j'espère qu'une association qui s'occupe des tombes pourra me faire une photo. Le 11 novembre, nous avons participé à la commémoration du centenaire de l'armistice à Digne-les-Bains. Nous avons rencontré Céline Ogiro-Bakri, maire adjointe de l'attractivité de la ville, qui a répondu aux questions d'Elif Nissa au cycle de la cérémonie. Je suis Céline Ogiro-Bakri, je suis maire adjointe en charge de l'attractivité, c'est-à-dire l'animation et la relation avec les commerçants. Tout d'abord, pourquoi c'est important de fêter le 11 novembre pour vous? Alors c'est d'autant plus important cette année qu'il s'agit du centenaire, donc de la fin de la guerre. Donc c'est déjà pour le devoir de mémoire, donc je pense que tu sais ce que c'est, tu as dû en parler avec tes instituteurs, et également pour que tous les citoyens français se souviennent en effet donc des personnes qui ont combattu, qui sont mortes pour que la France reste un pays libre. Et également ça permet aussi à ce que les gens réfléchissent à tout ceci, parce que des guerres malheureusement il y en a encore dans le monde. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette cérémonie? C'était une belle cérémonie, donc avec la présence de plusieurs corps des armées, mais également la présence d'enfants des écoles. C'était très émouvant. La présence d'anciens combattants, donc différentes générations, donc tous ensemble dans l'union. C'était très important, très émouvant. Est-ce que pour vous, il y a une signification à tout ça pour vous? Oui, il y a une véritable signification parce qu'il y a malheureusement plus d'anciens combattants qui ont participé à cette guerre, puisqu'ils sont tous décédés depuis. Mais dans chaque famille, il y a des noms qui restent encore. Hier soir, lors de la veillée, j'ai entendu de mon arrière-grand-père. Donc en effet, ça a quand même une signification parce que ça a touché également ma famille. Est-ce que vous voulez déplacer le monument aux morts? Sincèrement non, pour plusieurs raisons, parce que il a toujours été là, donc c'est important. Je crois qu'il faut s'adapter, la société doit s'adapter à ce qui est en place depuis déjà pas mal de temps. Alors en effet, il est mal placé parce qu'on a notre rond-point à côté, mais aujourd'hui on a montré que c'était possible de faire de belles cérémonies en laissant le monument aux morts à sa place. Merci. Merci. Bonne journée. Avant la cérémonie, nous avons interviewé le chef d'état-major, le colonel Thirion. Il a répondu à nos questions à propos de l'organisation de la cérémonie. Un reportage de Margot, Jessie et Perrine. Que représente pour vous le 11 novembre? Alors le 11 novembre, c'est le jour où on fait l'hommage à tous les morts qui sont tombés pour la France, de toutes les guerres. Et on en profite aussi parce que c'est le jour le 11 novembre, c'est la fin de la guerre de 14-18, qu'on appelle la Grande Guerre et qui est la Première Guerre mondiale. Donc voilà, c'est le jour où on va rendre hommage à tous les morts pour la France. Que représente pour vous le monument aux morts? Alors le monument aux morts, c'est le site où on va bien se recueillir lors des commémorations et c'est le lieu qui représente tous les gens qui sont morts de la commune. Sur le monument aux morts, vous avez tous les gens qui sont morts pendant les guerres qui viennent de la commune. Est-ce que l'organisation de la cérémonie a été difficile?
Non, on est habitué. Ça fait quelques années qu'on fait ce genre d'organisation. Alors, elle est un peu plus dure que d'habitude parce qu'on, vous voyez, on est on n'est pas en face du monument aux morts, donc ça va nous obliger à faire des mouvements. Mais tout a été organisé en avance et tout va bien se passer. Merci d'avoir répondu aux questions. Nous avons également interviewé M. Wagenwitz, ancien combattant de la guerre d'Algérie. Il évoque le souvenir du grand-père de son épouse, un grand blessé de la guerre 14-18. Un reportage de Perrine, Amélia et Elif Nissa. Est-ce que vous allez participer aux commémorations? Oui, comme d'habitude. Pourquoi? C'est un souvenir du grand-père de mon épouse, qui était un grand invalide de la guerre 14, gueule cassée, à qui il avait la médaille militaire, la croix de Verdun et toutes les décorations. Et on lui a toujours refusé la Légion d'honneur pour raisons confidentielles. Alors je vais vous faire la confidence, il était militant communiste, c'est pour ça. Et c'est pour ça que j'ai suivi son chemin. Ça vous fait pas bizarre un peu de parler de ça? Ah si, je l'ai écrit d'ailleurs. J'espère que ça sera publié prochainement. J'ai écrit toute ma vie. J'ai débuté à 18 ans dans les commandos marines, à faire la guerre d'Algérie. Et c'était loin de mes opinions actuelles que j'ai acquises grâce à François Tonnerrieux, grand mutilé de la guerre de 14. Que représente le 11 novembre pour vous? C'est la commémoration de la fin d'une guerre atroce, inhumaine, et qui avait été faite pour les capitalistes pour se faire des profits supérieurs encore. Est-ce que vous avez des souvenirs comme des photos ou... Ah oui, j'ai des souvenirs de photos. Je les ai donnés à mon fils. Vous êtes ému d'être là? Oui, avec votre interview. Et au 11 novembre, vous êtes ému? Je viens chaque fois au 11 novembre. Merci d'avoir répondu aux questions. Et pour terminer, nous vous proposons d'écouter l'interview de Mathieu que nous avions rencontré quelques jours avant la cérémonie du 11 novembre. Il nous a expliqué pourquoi il ne participait pas aux commémorations. Un témoignage recueilli par Michael, Jessie, Manuel et Salsébil. Est-ce que dans votre famille, il a fait la guerre 14-18? J'ai un ancêtre qui est mort à la guerre de 14-18 en 14, un arrière-grand-père. Après, j'ai un autre arrière-grand-père qui a fait la guerre de 14-18, qui est mort beaucoup plus tard, mais qui en est resté malade à cause des gaz. Donc il est mort par contre dans les années 60. Et mes autres aïeux, je ne sais pas. Que représente pour vous le 11 novembre? C'est une jolie journée, non? Il va faire beau. Non, le 11 novembre, c'est l'armistice. Donc c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Allez-vous dimanche au 11 novembre au Monument aux Morts? Jamais. Pourquoi? En fait, je trouve que le 11 novembre est trop souvent une fête à la gloire des armées et pas assez une fête à la gloire de la paix. Puisque à Paris et dans les grandes villes, ce qui défile, ce sont les militaires, ce ne sont pas les pacifistes, ce ne sont pas les blessés de guerre. Et donc je refuse ça. Avez-vous des photos ou des albums concernant la guerre 1914-1918? Oui, en fait j'ai beaucoup de bandes dessinées de Tardy, qui est beaucoup écrit sur cette guerre, de façon très réaliste. Et j'ai une photo d'un de mes arrière-grands-pères à la guerre. Ouais. Êtes-vous d'accord pour déplacer le monument aux morts? En fait, je n'ai absolument aucune opinion sur le sujet. Juste une petite précision quand même historique. C'est qu'en fait, la Première Guerre mondiale, elle n'a pas fini le 11 novembre parce qu'elle a continué à l'est de l'Europe, sur les Balkans, et qu'il y a des Français qui ont fait la guerre jusqu'en 1919. Voilà. Et il y en a même certains qui ont été emprisonnés pour avoir refusé de faire la guerre jusqu'en 1922. Donc la guerre, elle a fini beaucoup plus tard. Je m'appelle Mathieu Caron. Bonjour, cette émission a été réalisée par Amélia, Manuel, Rosa, Kevin, Sacha, Morgane, Moussa, Elif Nissa, Joseph, Perrine, Salsébil, Margot, Aïcha, Yusra, Louzia, Jessie, Ryan, Luna, Wendy et Mickaël. Mais aussi Audi, le journaliste par Fréquence Mistral, et Agathe de la Ligue de l'enseignement. Merci beaucoup à tous les deux, donc Aïcha et Joseph. Et puis on va faire, pour terminer cette émission, discuter un peu avec Christian Burgalassi, directeur donc de l'école Paul Martin,
votre sentiment par rapport à cette aventure. Bonjour. Bonjour. Donc, deux choses à dire. Tout d'abord, c'est un projet qui s'inscrit sur ce que font les écoles avec la presse. C'est quelque chose qui existe depuis plus d'une dizaine d'années. C'est donc la presse à l'école, c'est la presse écrite en particulier. Ensuite, avec les dramatiques événements de Charlie Hebdo, il y a eu beaucoup de contacts qui ont été pris par des écoles et des journalistes pour pouvoir travailler, se faire connaître, pour donc rappeler ce que c'était que la liberté de la presse, le code déontologique donc, des journalistes. Et le projet rentre tout à fait dans cet esprit et nous a donc permis de travailler en professionnel, on va le dire, sur un thème, et c'est le deuxième point, ce thème, donc le thème du centenaire, et le devoir de mémoire qui est dû par chacun. Et en général, ils rechignent à faire leur devoir, mais à faire ce devoir, je crois qu'ils l'ont bien réalisé. Et parfois, certains doutent de ce que peut être porter la jeunesse, et ces élèves nous montrent que nous pouvons avoir confiance en eux et que le devoir de mémoire est parfaitement donc assumé. Sur donc les témoignages qui ont été apportés, ce sont des témoignages où on ressent beaucoup d'émotions. Et la question qu'on se posait tout à l'heure, c'était est-ce que si les questions avaient été posées par des adultes, par des professionnels, par de vrais journalistes, est-ce qu'on aurait obtenu les mêmes réponses ? Eh bien, quand on voit le nombre de personnes qui ont bien voulu répondre spontanément, en gros, on a eu très peu de refus, on peut dire qu'il y a eu vraiment énormément de bienveillance et que ces personnes se sont adressées à ces enfants comme si elles s'adressaient à leurs petits-enfants pour transmettre quelque chose. Et il y a beaucoup d'émotions qui est passée et on va dire c'était l'émotion des familles, tout ce qui a été vécu, toute la souffrance qui a été portée, transmise de génération en génération, elle a trouvé par des mots, par ces témoignages, elle a trouvé une finalité, le devoir de mémoire. Voilà, le témoin est passé. Et Léon Tardif, ce jeune Dinois qui, comme d'autres, des millions de jeunes ont donc laissé leur vie, a trouvé, donc avec cette période du centenaire, c'est donc je le rappelle, la famille donc de Léon Tardif n'avait pas de trace de l'endroit où il était enterré. Avec donc tous les efforts qui ont été faits pendant cette période du centenaire, on a retrouvé trace donc de la tombe, de la sépulture de Léon Tardif et sa nièce qui aujourd'hui à un certain âge doit être particulièrement émue de savoir qu'on a retrouvé trace et elle a enfin reçu donc cette photo pour montrer où était enterré son oncle. Voilà, donc c'était un très beau projet et merci à la Ligue de l'enseignement, merci donc à Fréquence Mistral de nous avoir donc accompagnés. Moi, je félicite tout le travail de tous ces enfants qui a été vraiment bien mené. Est-ce que vous avez envie de dire quelques mots tous les deux Non ? En tout cas, vous êtes rayonnants. On sent que ça vous a fait plaisir et de parler à la radio et d'avoir l'émotion. On va recevoir tout de suite, dans quelques instants, donc le témoignage de quelques enfants qui veulent bien nous dire ce qu'ils ont pensé de ces échanges. Merci à vous. On écoute un peu de musique et on se retrouve tout de suite après.
Alors voilà, l'émission touche à sa fin. Juste le temps de recueillir quelques impressions de nos jeunes journalistes en herbe. On va commencer avec Elif. Elif, on sent que tu t'es bien prise au jeu de journaliste. Bah oui, et j'espère avoir ça. Enfin, j'espère. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette aventure? Bah, ce qui était bien, c'est que déjà, je pense que c'est la première fois qu'on peut faire ça dans une école. Et aussi, de deux, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'était bizarre quand même d'aller voir des gens dans la rue, et surtout pas pour leur parler, mais pour leur dire des choses sur la guerre 14-18, donc c'est pas toujours qu'on a cette occasion. Donc interviewé, et j'ai vu aussi que pendant ces interviews, tu étais très émue et tu allais jusqu'à porter des Kleenex, que ce soit à Madame Huguetto. Oui. Hein, ça, c'est quand même bien d'être à l'écoute aussi des gens qui te confient des choses émouvantes. Moi, que ce soit avec tout le monde ou les animaux, tout ça, je sais pas, ça me fait de la peine de les voir un peu tristes ou quoi, tout ça. Mais Voilà. tu as remarqué que finalement, ils étaient très contents de pouvoir parler, même si ça fait sortir de l'émotion. C'est important de communiquer et pour eux de livrer leurs souvenirs pour la mémoire, que tous les jeunes soient au courant de ce qui s'est passé. Oui, je pense que elle a dû être triste quand même, mais je pense qu'elle était contente parce que le maître, il nous a dit que pour Noël, elle avait eu un cadeau. C'était qu'elle elle savait où il était son oncle, Et oui, où il était enterré, oui. Voilà. Wendy, comment s'est passée cette aventure pour toi? Ça s'est passé bien. J'ai été un peu stressée au début, mais après, de mieux en mieux, ça allait mieux. Mais voilà. Et oui, tu étais intimidée plus par le micro aujourd'hui dans le studio que d'interviewer les gens avec le micro portable? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure? Que c'était bien. Quel est le travail qui qui t'a le plus intéressé ou parce qu'il a fallu que vous avez vu un peu comment on faisait le montage, vous avez vu un peu comment il fallait écrire pour présenter un reportage. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé? Le plus intéressé, c'est quand on fait les montages. Mm-hmm. Mais pour moi, après, c'était un peu difficile parce que à interviewer les gens dans la rue, en sachant qu'il y a quand même d'autres personnes, et ça m'a aussi un peu émue parce que à cause de leur, par exemple, grand-père, et ce qu'ils ont vécu, c'est pas incroyable, quoi. Oui, c'était difficile. Et ça aurait pu être un grand-père à toi. Ça ramène aussi à sa famille ou pas? Oui, même. Bien, merci. Est-ce que Perrine Perrine veut s'exprimer aussi? Bonjour Perrine. Bonjour. Alors, et toi, qu'est-ce que tu retiendras de ce travail avec le directeur, avec Agathe, avec moi, avec Cédric? Que c'était quand même incroyable de faire ça parce que, comme a dit Elif, c'est pas tous les jours qu'on fait ça dans une école. Et aussi, c'était bien émouvant parce qu'on arrive dans la rue, on parle à des gens qu'on connaît pas et ils nous expriment beaucoup d'histoires que moi, par exemple, j'aurais pas dit. Des choses qui nous ont dit. C'était un peu pudique. En fait, c'était un peu de leur cœur qu'ils ont partagé. C'est ça qui t'a touché? Voilà. C'était intime, quoi. Ouais. Parce que moi, j'aurais pas fait ça alors qu'il y a des gens que je connaisse pas qui viennent m'interviewer dans la rue. Donc c'était quand même intéressant, leurs histoires. Moi, par exemple, j'ai bien écouté... J'ai écouté attentivement les histoires parce que ça m'intéressait et qu'on voyait des fois, par exemple, on était tous autour de quelqu'un, on voyait que ça lui faisait de l'émotion. Voilà. Merci, c'est Perrine. Sacha veut dire quelque chose ou... Oui, Sacha? Oui. Alors?
Il reste plus que quelques minutes. Alors, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Parce que c'était vraiment très très bien. Ça m'a vraiment plu et puis voilà. Et surtout dès qu'on interroge des gens et qu'on connaît pas, oui c'est rare. D'accord. Tu veux prendre la parole? Vas-y. Bonjour. Bonjour. Rappelle-moi ton prénom. Morgane. Morgane, qu'est-ce que tu veux échanger avec nous? C'était bien et grâce à quelques gens, on a pu savoir plein de choses sur la guerre et sur leurs grands-parents et voilà. Et vous avez découvert des choses sur la guerre que vous n'aviez pas... Des choses très intéressantes oui. Que peut-être nous, on ne savait pas et qu'ils savaient. D'accord. On termine avec Elif et Wendy et puis ça va être l'heure de rendre l'antenne. Elif. Donc en fait, je voulais dire, ça revient un petit peu à ce que Perrine elle a dit. Quand on est entouré d'une personne, elle est plus confiante, elle se sent plus en confiance. Il y avait une personne, elle avait écrit un livre et je pense que, dire ça, tout ça, qu'il avait écrit toute sa vie, qu'il était triste, ça se voit qu'il avait les larmes et tout. Je pense que c'était triste, mais je pense qu'il a eu la confiance il avait confiance en nous, tout ça. Vous avez su lui donner confiance pour qu'il s'exprime. Wendy, allez, c'est le mot de la fin. Oui. Je voulais juste dire quelque chose d'autre. C'est que, je l'avais pas dit au tout début, mais j'étais contente de faire ça avec Agathe. Et Odile. Voilà, Odile. je me vends. Odile, parce que c'était quand même une expérience incroyable que j'ai adoré, surtout que quand on est dans cette salle qui enregistre ces choses-là. Et on le fait pas au moins on le fait pas tout seul, on le fait avec des personnes qui sont plus grandes que nous, qui sont mieux que nous et qui peuvent vous guider en fait, hein. Voilà. mieux que vous, vous vous sentez accompagné et heureusement que vous êtes accompagné. Mais après j'étais contente. Voilà, merci, on va se rester donc sur votre fraîcheur et merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.